Bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Face à vous. Face à vous aujourd'hui, Paul Lu. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'initiative 4 pour 1000. Alors expliquez-moi ce qu'est l'initiative 4 pour 1000. Alors l'initiative 4 pour 1000, c'est une initiative qui est née à la COP 21 à Paris en 2015. Et l'idée était de faire en sorte qu'on puisse vraiment mettre en lumière l'agriculture et l'apport de l'agriculture pour lutter contre le changement climatique. L'agriculture est le seul secteur économique qui est une partie du problème à cause des gaz à effet de serre qu'elle émet, mais aussi une partie de la solution. Et on avait envie, à travers l'initiative 4 pour 1000, de la mettre en lumière. C'était effectivement une initiative, j'allais dire, à contre-courant de ce qu'on entend habituellement, parce que généralement, on accuse l'agriculture de tous les maux. Tout à fait, tout à fait. Et c'était, je crois, l'objectif de son initiateur, si j'ose dire, Stéphane Le Foll, puisqu'il a accueilli à Paris la COP 21, et dans les négociations climat, on ne parlait pas du tout d'agriculture, ce qui était quand même dommage. Alors justement, quel peut être le rôle de l'agriculture ? Alors ce rôle, il est majeur, parce qu'on oublie bien souvent que l'agriculture, c'est avant tout reposer un processus de production sur un processus biologique. Et le processus biologique de base, c'est la photosynthèse. C'est-à-dire recapter du CO2 de l'atmosphère pour le fixer dans les plantes sous forme de sucre et faire en sorte qu'après, on puisse, à travers les végétaux et leur décomposition, enrichir le sol en matière organique et en carbone. Et alors expliquez-moi le nom 4 pour 1000. Alors, c'est une formule chimique ? Non, ça serait un petit peu long, mais en deux mots. C'est un calcul de coin de table à la fin d'un repas qui peut-être était un peu arrosé. Les scientifiques ont constaté que si on augmentait de 0,4% la quantité de carbone dans les sols de la planète chaque année, théoriquement, on pourrait compenser les émissions dues aux activités humaines durant cette même année. Donc 0,4%, c'est 4 pour 1000, d'où le nom de l'initiative. Alors vous avez participé également à l'ouvrage L'agriculture au cœur de la santé unique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on était dans une période un peu difficile, qu'on a tous vécu pendant 2 ans avec le Covid. Et à partir de ce moment-là, ont ressurgi un certain nombre de questions. La première, c'était « mais d'où venait ce foutu virus ?» Est-ce que c'était du fait de la plus grande empreinte de l'homme sur le milieu naturel qui faisait que les espèces animales sauvages venaient cohabiter avec les hommes et la transmission donc de la chauve-souris à l'homme. C'était la grande théorie, celle de la vengeance du monde animal. Voilà, tout à fait. Bon, alors on sait pas, on n'a pas les réponses exactes à cette question. Et la deuxième question que ça a soulevé quand on a fermé toutes les frontières, ça a été, mais finalement, comment on fait pour se nourrir si on n'a plus de commerce, si on n'échange plus ? Et donc la souveraineté alimentaire a refait son apparition. Et ces deux sujets nous ont amenés à aborder la question sous un angle bien particulier qui est celui de la santé unique. C'est incroyable cette histoire de souveraineté alimentaire parce que on pensait que ces préoccupations étaient derrière nous. C'était la quête de l'autosuffisance alimentaire après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, on l'avait atteint, puis on disait c'est un acquis. Et on s'aperçoit finalement à la lumière du Covid et de ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine que c'est pas un acquis aussi évident que ça. Non, c'est pas du tout un acquis. Et c'est vrai qu'on a donné à l'agriculture un rôle particulier à travers le développement d'une agriculture intensive, de nourrir le monde, comme on disait à l'époque. C'est un objectif qui a été atteint, on peut le dire dans un certain sens, puisque même le nombre de personnes souffrant de malnutrition dans le monde diminue avec une population globale qui augmente, mais pour autant, ça pose d'autres problèmes. Alors, il y a un élément aussi important, c'est le lien entre la santé, j'allais dire, des cultures et la santé humaine. Expliquez-moi ça. En fait, la notion de santé unique est partie de l'idée que la santé des hommes dépendait de la santé des plantes et de la santé des animaux dont ils se nourrissaient et dans l'environnement duquel ils interféraient. Mais on oublie souvent qu'à l'origine de tout ça, il y a la santé du sol qui apportait les végétaux et qui apportait aussi les animaux et la nourriture des animaux. Donc, en repartant, en s'éloignant un petit peu et en prenant du recul, on s'aperçoit que tout part de la santé des sols pour arriver à la santé humaine. Bon, pour arriver à tout ça, il faut quand même aussi des politiques publiques fortes, non ? Tout à fait, il faut des politiques fortes. Et on a trop souvent ignoré, et ça c'était le problème de l'agriculture conventionnelle, le fait que le sol n'était pas un support inerte, c'est un support vivant. Or, si on veut que l'agriculture continue à exister pour nourrir les générations qui vont venir sur la planète, il faut redonner de la vie à ce sol et faire en sorte que les pratiques agricoles respectent et régénèrent cette vie. Alors comment vous allez au-delà de, j'allais dire, du yakai faucon, concrètement sur le terrain ?
Parce que vous disiez, cette initiative est née avec l'idée de Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll a été ministre de l'Agriculture, aujourd'hui il est maire du Mans, c'est un homme de terrain, on le sait. Comment on rend tout ça très concret ? Alors, je crois qu'on le rend concret déjà en faisant confiance aux agriculteurs. C'est quand même eux qui produisent et c'est eux qui demain vont stocker ce carbone dans le sol pour nous aider à lutter contre le changement climatique. Mais il faut aussi qu'on les appuie pour qu'ils puissent passer d'un mode qui est un mode intensif à un mode qui sera, je ne dis pas moins intensif, non, il sera intensif d'une autre façon. On a parlé d'intensification écologique, on va parler d'agroécologie, c'est-à-dire en fait faire en sorte que les agrosystèmes qu'on développe aujourd'hui s'inspirent du fonctionnement des écosystèmes, s'inspirer simplement de ce que fait la nature. Oui, mais c'est vrai qu'à une certaine époque, quand on parlait d'agroécologie ou de développement d'agriculture intensive mais respectueuse de l'environnement, on entendait certains sortir les lance-roquettes et dire non, ça c'est pas possible, on ne peut pas faire. Alors on peut faire. On sait qu'il y a des solutions, il y a des pratiques. Je ne dis pas qu'il faut qu'on sorte absolument de l'agriculture conventionnelle tout de suite. Il faut qu'on fasse évoluer les systèmes. N'oublions pas que les agriculteurs sont tout à fait capables de faire les bons choix. Encore faut-il qu'ils aient les bonnes pratiques qu'on leur offre, qu'ils aient aussi l'accompagnement en termes techniques et en termes économiques pour leur permettre de faire cette transition et qu'au bout du compte, ils gagnent correctement leur vie et qu'on paye les produits au juste prix, si j'ose dire, le prix de leur travail et de leur rémunération. Là, je vous arrête tout de suite. Vous allez essayer de me dire qu'on va être obligé d'accepter une inflation des prix alimentaires ? Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il y a des modes pour les payer à leur juste prix. Il y a des modes de production, comme par exemple l'agriculture de conservation des sols, qui vont permettre de faire des économies au niveau de la production, en ayant un niveau de production qui peut être semblable à ceux qu'on connaît en agriculture conventionnelle, et avec des prix qui pourraient rester les mêmes. Éventuellement, on pourrait arriver à mieux rémunérer les agriculteurs. Mais si la société considère aussi que l'agriculteur stocke du carbone et donc rend un service à la société pour lutter contre le changement climatique, il faut qu'on accepte de payer cette nouvelle fonction d'une autre façon, avec des aides publiques ou avec de l'argent sur les crédits carbone. L'idée aussi est de dire il faut peut-être mieux dépenser cet argent pour la conservation des sols, pour avoir une agriculture plus responsable, entre guillemets, même si le mot est pas très juste, plutôt que d'aller chez son pharmacien 2 fois par semaine. De toute façon, c'est clair. La santé des sols qui permettra la santé humaine, si on entretient cette santé des sols, on aura moins besoin de se soigner si on a une alimentation qui est plus saine et plus en phase avec nos besoins. En conclusion, vous disiez que cette initiative est née au moment de la COP. Est-ce que les autres pays, les autres grandes puissances agricoles sont en phase avec ce que vous proposez, ou est-ce que, encore une fois, la France et peut-être l'Europe vont se retrouver un peu à se tirer une balle dans le pied en voulant être les meilleurs élèves ? Non, je crois que la France a souvent été à l'initiative, si j'ose dire, de grandes notions, de grands changements. Parmi les membres et partenaires de l'initiative 4 pour 1000, nous avons une quarantaine de pays, pas seulement des pays européens, nous avons aussi pays comme l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire. Donc on le voit, c'est à travers le monde. Et puis surtout parmi nos membres et nos partenaires, qui sont près de 700 aujourd'hui, on a des ONG, on a des organisations de producteurs, des organisations scientifiques, des entreprises. Tout le monde se rend compte qu'il a son rôle à jouer dans ce changement et qu'on n'est pas les doux rêveurs, et que demain, on va y arriver. Eh bien, merci beaucoup, Paul Lude, d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semences pour un nouveau numéro de Face à vous. À bientôt.